à tous et merci d'être présents sur cette table ronde qui a pour intitulé Évaluer pour agir. On va donc traiter de la problématique de la mesure d'impact environnemental dans le secteur de la mode. Alors, je m'appelle Sandra Wilfert, comme cela a déjà été dit, et je vais animer cette table ronde. Et pour débattre de cette question, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois intervenants. Tout d'abord, Catherine Marcadier-Saflix, de la société de conseil En Mode Création. Damien Pelé, qui est directeur du développement durable et de la RSE au sein des Galeries Lafayette. Et puis Bruno Rességuier, qui est également directeur du développement durable au sein de la société Kiabi. Donc, un grand merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation et de venir partager avec nous finalement votre expérience sur cette question. Alors, en introduction, je dirais, on l'a déjà beaucoup dit, on travaille sur un secteur à fort impact environnemental et on le voit bien, il y a une vraie mobilisation aujourd'hui de la filière sur ces sujets avec beaucoup d'initiatives, ça a déjà été dit tout à l'heure, pour engager la mode sur une meilleure voie. Donc, la Charte des Nations Unies, par exemple, pour la mode et le climat, le Fashion Pact, dont on a aussi beaucoup parlé. Et on le voit globalement, l'ensemble des acteurs cherchent vraiment à se mobiliser pour réduire leurs impacts environnementaux. Alors, première question que je voulais vous poser, Catherine, finalement, pourquoi et comment on va mesurer ces impacts? Bonjour à toutes et à tous. Merci Sandra. Effectivement, je pense que c'est au-delà de la table ronde et de la mesure d'impact, je pense qu'il y a des étapes préalables à repréciser quand même en amont. Déjà, avant de se lancer, je pense qu'il est important effectivement d'être sûr des données qu'on va utiliser pour mesurer ces impacts et d'identifier effectivement où sont ces risques et ces impacts pour pouvoir mettre en place une démarche stratégique qui soit non seulement cohérente avec votre ADN de marque, mais aussi qui va vous permettre justement d'identifier quels sont les axes prioritaires, puisqu'on voit bien quand même dans les stratégies RSE, il y a beaucoup, c'est un champ très vaste. Vous avez des indicateurs qui sont aussi bien environnementaux, ce dont on va parler, mais aussi les indicateurs sociaux. Donc, vous pouvez aussi éventuellement avoir un risque de dispersion. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces démarches en amont d'identification de vos risques, de vos impacts, d'être sûr qu'ils soient bien mesurés tout au long de la chaîne de valeur pour ensuite définir une stratégie et des axes prioritaires et pour pouvoir mettre en place évidemment des leviers d'action cohérents avec votre ADN de marque. Oui, merci Catherine. Donc, on le voit bien, en fait, c'est important, comme vous le disiez, d'inscrire cela finalement dans une démarche beaucoup plus globale, une C'est réflexion ça. plus globale. On a beaucoup échangé toutes les deux. Vous me parliez de cadres justement qui pouvaient aider les entreprises à poser ces stratégies. Vous pensez à quel cadre, par exemple? Alors moi, personnellement, je travaille beaucoup avec la norme volontaire ISO 26000 qui permet de définir des lignes directrices en identifiant des questions, enfin des priorités, des questions centrales et des domaines d'action qui vont vous permettre aussi, non seulement en interne, d'associer évidemment la gouvernance, mais aussi vos équipes opérationnelles pour identifier justement ces priorités, les domaines d'action qui vont correspondre à votre stratégie globale. Et justement, ce que vous disiez est très important, c'est-à-dire il ne faut pas que la stratégie RSE soit, je dirais, menée en parallèle de cette stratégie globale, il faut qu'elle soit parfaitement intégrée. Donc, il me semblait, personnellement, je trouve que l'ISO 26000 pour ça est une démarche intéressante parce qu'elle vous permet d'apporter une méthodologie et des lignes directrices. Le lien avec les ODD, les objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU, sont aussi intéressants à travailler. Et d'ailleurs, ces deux démarches, en termes de méthode, peuvent être menées en parallèle, puisque quand vous travaillez sur les domaines d'action, par exemple de l'ISO 26000, vous allez facilement, en tout cas, vous allez pouvoir faire le lien avec ces ODD qui doivent normalement être atteints d'ici 2030. Donc, ces démarches-là qui existent, peuvent vous permettre déjà de définir un cadre pour orienter votre stratégie dans cette démarche qui va non seulement concerner votre marque, mais ce sont des méthodologies qui ont été définies au niveau international, donc qui vont aussi rejoindre des méthodologies qui ont été finalement travaillées en lien avec plusieurs pays et du coup
de ne pas concerner uniquement votre entreprise ou votre marque, mais qui peuvent aussi vous permettre de dialoguer justement avec vos parties prenantes ou avec d'autres entreprises de votre secteur. Oui, merci. Je partage totalement votre avis. C'est important d'avoir ce cadre global, justement pour structurer sa démarche, avoir une vision long terme. Et puis aussi dans nos échanges, on en avait beaucoup parlé aussi, c'est de se dire mesurer, c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de mettre en place derrière des plans d'action qui vont être efficaces. Et si on ne mesure pas, quelque part, ça va être très compliqué de pouvoir agir efficacement. Alors du coup, je me tourne vers vous, Bruno et Damien, aussi bien au sein des Galeries Lafayette que chez Kiabi. Vous avez déjà commencé depuis pas mal d'années à mesurer vos impacts. Alors, j'avais plusieurs questions par rapport à ça. Déjà, qu'est-ce qui a motivé vos entreprises respectives à mesurer leurs impacts? Parce que finalement, il peut y avoir pas mal de raisons à cela, hein. Ça peut être une volonté tout simplement personnelle d'agir mieux, de manière plus efficace. Ça peut être aussi nos parties prenantes qui vont nous pousser à agir, ou alors on va avoir peut-être une réglementation qui va s'imposer à l'entreprise. Donc, première question, qu'est-ce qui vous a amené à travailler cette mesure d'impact? Et puis, deuxième question, qu'est-ce que vous mesurez aujourd'hui et avec quels outils? Alors peut-être, je ne sais pas qui veut commencer, Bruno peut-être? Oui, oui, merci, bonjour à tous. La mesure, autant dire que je connais un petit peu parce que j'ai un passé de DAF et j'ai une croyance, c'est que ce qui se mesure génère de la mise en mouvement. C'est très compliqué de générer de la mise en mouvement quand on ne sait pas trop de quoi on parle et ce que ça représente. Dieu sait si dans l'exercice d'un directeur financier, s'il y a juste une donnée technique, ce n'est pas suffisant, mais s'il n'y a pas la donnée technique, c'est encore plus difficile pour s'animer, pour voir comment on peut progresser sur cette donnée-là. Donc, comme on dit en anglais, what gets measured gets done. Alors, parfois, on n'a pas besoin de tout le temps d'avoir la donnée exacte, extrêmement bien calculée et de manière très fine, commencer à faire des choses. Et d'ailleurs, Kiabi a commencé à faire des choses avant d'avoir des mesures d'impact, puisque le bilan carbone de Kiabi a été dévoilé complet, Scope 3, début d'année sur des données 2018. Ce n'est pas pour ça qu'on n'avait pas bougé, parce qu'on avait aussi commencé par d'autres choses qui étaient des analyses de cycle de vie, d'il y a quelques années déjà, sur des produits standards qu'on connaît bien, pour voir là où on pouvait déjà agir avant d'avoir la big picture du bilan carbone complet. Donc, mais c'est extrêmement important de se dire, et encore aujourd'hui, là, on a une mission avec un cabinet qui nous aide à définir quels sont nos KPI majeurs qui nous aideront à intégrer le reporting économique de Kiabi de façon complètement intégrée. Pour bien définir ce qui, pour nous, est essentiel, important, anecdotique dans les mesures d'impact qu'on veut suivre. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que ce soit le IG Index, que ce soit ISO 26000, on peut effectivement partir dans tous les sens. C'est bien à l'entreprise de s'approprier quels sont ses enjeux et du coup de définir quels sont ses KPI. Ce qu'on est en train de faire. Donc, on n'a pas complètement fini, mais on est bien lancé sur cette démarche-là. Merci Bruno. De votre côté, Damien, en Galerie Lafayette, quelles motivations vous ont amené à travailler la mesure d'impact et qu'est-ce que vous mesurez aujourd'hui avec quels outils? Bonjour à tous, merci Sandra. De notre côté, je pense que la motivation, pour beaucoup d'entreprises, elle est protéiforme. Tout d'abord, il y a quand même un cadre réglementaire et plus on est une grosse boîte, plus on y est soumis. Donc, DPEF, déclaration de performance extra-financière, reporting RSE, sont de toute façon des exercices qui, convaincus ou pas par ces sujets, obligent à reporter un certain nombre d'indicateurs et mesurer. Bien entendu, ce n'est pas uniquement, loin de là, ce qui nous a motivés à mesurer, mais il faut en tenir compte. Nous aussi, nous on mesure donc je dirais les choses classiques que doivent mesurer toutes les entreprises sur nos impacts directs, donc énergie, CO2, déchets, transport. Ce qu'il y a de plus, je dirais, original dans ce qu'on fait peut-être par rapport à d'autres, c'est qu'on a une mesure du transport qui est extrêmement précise, qui passe par un partenaire, TK Blue, où on va au-delà du simple CO2, mais on mesure l'impact sociétal global. Donc, parfois, par exemple, vous améliorez vos transports, mais ça va aussi avoir un effet bénéfique sur
le trafic urbain, sur la santé en milieu urbain. Donc, on arrive à mesurer de façon assez fine sur ce sujet-là. Et puis, on mesure également tout ce qui est lié à notre démarche Go for Good, donc un label interne qu'on a créé au sein des Galeries Lafayette pour mesurer notre pourcentage d'offres responsables. Donc, je dirais que de façon synthétique, dans le monde de l'entreprise, c'est clair, on n'est pas crédible si jamais on ne mesure pas. C'est hyper important et il faut à un moment, je rejoins ce que dit Bruno, il y a beaucoup d'indicateurs qu'on doit reporter parce que aussi les parties prenantes nous les demandent. Donc, il faut les donner, même si parfois ils ne sont pas forcément utiles pour nous, mais il faut les donner. Et plus on est une grosse boîte, plus on doit, c'est le jeu, hein, plus on est en attente d'informations publiques. Après, il faut, je pense, arriver à un set de, je sais pas moi, 5 à 15 indicateurs vraiment KPI qui puissent être suivis au même titre que les indicateurs financiers clés par des COMEX de façon régulière. Et c'est vers ça qu'on est. On arrive, nous, sur l'offre maintenant à avoir 3-4 KPI. Et puis maintenant, l'idée cette année, c'est qu'on en ait un également sur le transport et un sur l'énergie. D'accord, merci beaucoup Damien et merci Bruno du coup pour ce retour. Du coup, quand on écoute un peu les différents outils que vous utilisez, ce que vous mesurez, on voit bien que finalement il y a une multitude d'outils ou de méthodes qui peuvent être utilisées par les entreprises. Ça va être par exemple l'accent qui va être mis soit sur l'entreprise elle-même, soit sur un site de production, soit sur des produits. Après, on a des outils multicritères, d'autres qui sont monocritères. Catherine, comment finalement on s'y retrouve parmi tous ces outils et quelles seraient vos recommandations, par exemple, pour une entreprise qui voudrait initier cette démarche de mesure pour savoir finalement quel outil choisir plutôt qu'un autre? Alors, comme je le disais avant, c'est vrai que c'est important quand même de regarder les outils qui vont être évidemment cohérents avec votre stratégie en propre et ce que vous avez déjà, vous, engagé. Comme le disaient Bruno et Damien, il est évident qu'il ne faut pas partir dans tous les sens et identifier justement quelles sont ces mesures d'impact à chaque niveau de sa chaîne de valeur et de voir quelles sont finalement, en regardant ces mesures d'impact, quelles sont les plus importantes. Et là, vous allez pouvoir impulser soit des économies en termes justement d'énergie, de coûts en termes de CO2, etc. Mais aussi là où vous pouvez mettre en place des leviers d'action pertinents. Vous allez aussi pouvoir choisir vos indicateurs qui vont être utiles en interne au pilotage, je dirais, de votre stratégie RSE et donc des indicateurs qui vont vous permettre de mesurer aussi votre amélioration et votre progression dans les différents domaines que vous aurez identifiés. Mais vous pouvez aussi choisir justement des indicateurs qui vont finalement être utiles pour votre communication auprès de vos clients, des consommateurs, etc., pour leur être assez pédagogique pour expliquer quelle est votre démarche et finalement des indicateurs qui vont plutôt être utiles là aux investisseurs ou à d'autres parties prenantes. Donc, vous pouvez aussi faire justement un peu des catégories d'indicateurs en fonction de ce que, si ça concerne l'interne ou l'externe, et en interne, de voir aussi quand vous travaillez justement sur les différentes parties de votre chaîne de valeur, les travailler avec vos directions opérationnelles pour qu'elles soient engagées dans la démarche, parce que en fait, une stratégie n'est intéressante que si elle permet d'associer la gouvernance, certes, mais aussi l'ensemble de l'entreprise et de l'emmener vers des objectifs communs et conjoints. Et des objectifs aussi compréhensibles par justement toutes les parties prenantes externes, que ce soit des associations, des ONG, mais aussi vos clients et des consommateurs au sens large. Merci Catherine. Maintenant, ce qui m'intéresserait, Bruno et Damien, c'est vrai que vous avez commencé il y a déjà pas mal de temps, on le disait, vos mesures d'impact. Ce serait intéressant de partager aussi avec les participants finalement votre retour d'expérience sur le sujet. J'avais plusieurs questions par rapport à ça. Ma première question, c'est finalement quel impact ça a eu réellement sur vos prises de décision en interne, sur le quotidien des équipes. Est-ce que ça vous a amené à mettre
mettre en place un certain nombre de plans d'action et quel plan d'action en l'occurrence. Et puis deuxième question, est-ce que vous trouvez finalement qu'il y a aussi peut-être une limite à cet exercice et quelle elle serait? Peut-être Bruno, si vous voulez démarrer. Oui, merci. Alors, les outils de mesure d'impact, je vous le disais tout à l'heure, on a commencé par les ACV. Et pourquoi on a commencé par des ACV produits? Parce qu'en fait, on fait produire quasiment toute notre offre. On achète très peu de produits finis. Et donc, on savait, même si on ne l'avait pas encore complètement sous les yeux, que notre impact majeur serait sur la production. Donc, choix des matières et process de fabrication des matières. Du coup, on s'est très rapidement focalisé sur des ACV de quelques produits phares pour se dire, mais finalement, je prends une robe, je prends un t-shirt, un pantalon, où est-ce que je dois agir en priorité pour diminuer mon impact? Et là-dessus, on a tout de suite agi assez rapidement sur des précaux d'entretien de lavage en baissant les températures de lavage pour les clients et sur le choix des matières. Donc, si possible, sortir le plus vite possible des matières conventionnelles. Alors chez nous, c'est beaucoup du coton et ensuite du polyester et le reste, les autres matières à ce stade sont assez anecdotiques. Donc, très vite, on s'est focusé sur comment sortir des matières conventionnelles. On s'est d'abord, sans avoir aucun instrument de mesure, on s'est dit, allez, on jette les dés et puis 2030, on n'a plus de matières conventionnelles. Finalement, la mise en mouvement a été plus rapide que prévu et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, on a rapproché l'échéance à 2025. Et l'année prochaine, c'est 2021, c'est 100% de l'offre bébé ne sera plus en matière conventionnelle. Donc, le choix des matières alternatives, type coton BCI, coton bio, coton recyclé, a été assez rapidement diffusé au sein des départements de l'offre. Ça a très, très bien pris. Les personnes se sont approprié le sujet. Et ça, du coup, on mesure aujourd'hui, c'est l'indicateur clé qu'on mesure, c'est le pourcentage d'offres éco-conçues avec ces matières non conventionnelles. Et ça, le fait de le mesurer, de se voir progresser est très satisfaisant. C'est aussi pour ça qu'on peut se permettre de se dire qu'on va plus vite que prévu, parce qu'on est arrivé à mettre en musique et en mouvement toute la chaîne de celui qui conçoit le produit à celui qui va le négocier auprès des fournisseurs. Donc ça a très, très bien marché. Il y avait une deuxième partie dans votre question. Oui, finalement, est-ce que vous trouvez qu'il y a des limites à cet exercice de la mesure d'impact? Oui, il y a des limites, évidemment, parce que quand on parle d'éco-conception, l'éco-conception, c'est de faire en sorte de construire dès le départ un produit qui soit le plus vertueux dans toutes ses composantes et pas uniquement matière. C'est aussi comment je le conçois pour que les prints soient le plus léger possible, voire même pas du tout nocif avec aucun produit chimique. Comment je conçois le zéro waste, la couture pour qu'il soit facilement recyclable à la fin, comment je fais en sorte d'éviter de faire des mélanges de matières difficiles à recycler in fine. Donc, c'est beaucoup plus large que ça, l'éco-conception. Par contre, il faut bien commencer par quelque chose. Et aujourd'hui, c'est le choix qu'on a fait d'appuyer fortement sur la sortie des matières conventionnelles. Par contre, on voit qu'on a aussi, quand on dit sortir des matières conventionnelles, on a le coton bio qui a très bien pris, le coton BCI aussi. Toutes les matières recyclées, c'est un petit peu plus compliqué pour des raisons de prix et parfois pour des raisons de toucher, de rendu sur le produit, notamment en ce qui concerne le coton recyclé. Néanmoins, le polyester recyclé est plus simple. Mais voilà, quand on dit qu'on sort des matières conventionnelles, on ne va pas non plus tout de suite sur des matières recyclées et recyclables et des produits recyclables. Donc, il y a plusieurs étapes. Voilà, il faut bien commencer par quelque chose et le fait de se voir progresser, c'est déjà ça. Merci. Vous signaliez aussi quand on a échangé sur la table ronde, c'est que vous trouviez finalement que mesurer c'était bien, mais finalement que c'était pas une fin en soi. C'est un exercice qui reste relativement statique et que ça, finalement, il faut aller plus loin et embarquer finalement les équipes sur de réels projets. Vous pouvez développer un peu plus ça. Par exemple, je crois que vous aviez développé un projet Kiabi Women en lien avec ça, avec ce sujet. Alors, Kiabi Human, en fait, c'est le nom de notre programme RSE.
Donc, effectivement, on n'a pas attendu d'avoir ce programme RSE pour que tout le monde s'active. Néanmoins, il nous semblait important que les parties prenantes soient regroupées dans un programme avec des axes stratégiques. On en a trois. Les trois suivants. Pour le bien commun, donc là, on va tous se concentrer sur comment faire en sorte que nos produits soient le moins néfastes possible et l'impact le plus faible possible, voire un jour un impact positif sur toute la chaîne, donc de la création, de la conception jusqu'à sa fin de vie. En préservant les ressources naturelles. Le deuxième axe, c'est au titre du développement de la vie en général, donc comment faire en sorte que Kiabi favorise la vie en général, humaine, végétale, animale, de façon harmonieuse. Le troisième, c'est pour tous. Donc là, on va faire en sorte que, et ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, qu'on embarque bien tout le monde dans cette mode, donc avec toute morpho, toute taille, des vêtements inclusifs également pour des personnes de capacités différentes. Et donc, créer des emplois d'insertion aussi, ça fait partie de notre vocation. Donc, on a un programme dans lequel on englobe toutes les parties prenantes et sur lequel on se donne des objectifs échéancés, 2023, 2025, 2030. Et ça, c'est hyper important pour que l'interne se sente acteur de quelque chose qui fait partie de la volonté de l'entreprise vraiment très large, que ce ne soit pas juste une action RSE, mais bien intégrée dans des objectifs plus larges, validés par toutes les personnes qui doivent valider ce genre de programme, avec des impacts économiques clairs. Quand on dit on bascule de matière, et on commence à chiffrer les centimes qu'il faut rajouter dans les prix de revient. Oui, oui, c'est des euros très significatifs qu'il faut mettre et qu'il faut s'écrire dans les budgets. C'est pas une vue de l'esprit. C'est très concret, ça coûte plus cher, donc quel choix on fait sur les produits. Donc bref, ces personnes-là se sentent légitimes pour agir et faire des choix parce qu'on a une volonté stratégique claire, communiquée en interne, validée, d'avancer. Donc ça donne de la puissance, de la crédibilité et de la réassurance aux équipes opérationnelles qu'elles ne sont pas en train de faire n'importe quoi, c'est clair. merci Bruno. Même question pour vous, Damien. Finalement, est-ce que vous avez trouvé que cette démarche de mesure des impacts, ça a eu de réels impacts justement sur vos décisions au quotidien? Quels sont les plans d'action que vous avez mis en place justement par rapport à ça? Et également, est-ce que d'après vous, il y a des limites à l'exercice? Alors de notre côté, je pense que la plupart des gens qui sont ici connaissent bien le secteur et eux, ça ne les surprend pas. Mais en interne, nous, c'est vrai que le fait que 90% de notre impact il soit lié aux produits qu'on vend dans nos magasins et pas forcément à nos transports, à notre énergie, ça a été une vraie surprise. Alors heureusement, ça n'a pas eu pour effet de se dire « Ok, on ne fait plus rien sur les magasins, plus rien sur les transports et on se concentre que sur la supply chain ». Mais quand même, ça a permis quand même de remettre les priorités les unes derrière les autres. Et donc là, la mesure en tant que telle a vraiment eu un effet très important pour comprendre nos enjeux matériels et là quand même où il fallait agir en priorité. Donc ça a été une étape importante. Après, ce que ça nous a permis, c'est le fait de pouvoir mesurer, nous a permis également de pouvoir intégrer des objectifs RSE dans le cadre de la rémunération variable des cadres de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qu'il y a en place depuis 2 ans en galerie maintenant. Un tiers de la rémunération variable de nos cadres dirigeants, donc une population de plusieurs centaines de personnes, est liée à un objectif de performance maintenant. Alors, celui qu'on a choisi là depuis 2 ans, c'est le chiffre d'affaires des produits Go for Good, le pourcentage. Clairement, ça aide, il ne faut pas se le cacher. C'est sûr que quand ça rentre dans la rémunération variable et que ça revient au même niveau que le REX, tout d'un coup, ça aide aussi pour certains en tout cas, à prioriser le sujet et se forcer à s'en préoccuper. Donc, on rentre en fait dans le terrain de jeu classique d'une entreprise et il y a besoin d'avoir ces KPI. Sans ça, on est aveugle. Après, en termes de… Il y a pas mal de questions sur les KPIs, donc juste pour les participants, il y a beaucoup de questions, on reviendra rapidement sur toutes les questions. Je vous laisse finir, Damien, sur ce point-là, pardon. En termes de limites, j'en vois plusieurs. J'en vois une déjà pour les parties prenantes, parce que finalement, il y a beaucoup d'indicateurs qu'on reporte et le législateur, à travers les DPEF et les reporting RSE, finalement, a souhaité
qu'on puisse à terme comparer les performances extra-financières des entreprises entre elles, au même titre qu'on peut comparer leurs performances financières. Sauf qu'en réalité, pour moi, on est passé totalement à côté de l'objectif, puisque un compte de résultat, il y a une façon de le faire, hein. Il n'y a pas 40 000 façons, un compte de résultat, il y a des indicateurs qui ont été clairement définis. Et on peut vraiment comparer entreprise A, entreprise B, à secteur équivalent, ses performances financières. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui ont essayé de faire l'exercice, qui ne sont pas des experts, d'aller comparer les performances extra-financières des entreprises entre elles en ouvrant leur rapport RSE. Pas parce qu'elles sont mal intentionnées, mais la loi dit que vous devez parler de certains thèmes. Et alors après, chacun y va de son indicateur. Sauf que quand vous avez les émissions de CO2, certains ils vont compter l'énergie, d'autres le transport, d'autres en plus le reste. Donc déjà, ça change tout. Comment vous comparez? Certains vont rapporter ça à leur chiffre d'affaires. Vous allez avoir un ratio, vous n'allez pas avoir une valeur absolue. Certains sur les matières durables. On n'est pas tous d'accord sur ce qu'est une matière durable. Certains vont compter le BCI, d'autres pas. Donc, ça change tout. Donc, tout exercice de comparaison, en fait, pour moi, est quasiment impossible et possible quand on est extrêmement expert. Mais en tout cas, l'idée de ces rapports est que quand même que le grand public, le non-expert, se fasse une idée. Donc, moi, je pense que ce qu'on aurait dû faire, c'est définir 10 KPI, mais vraiment à la virgule près la méthode de calcul qu'il faut employer et que tout le monde reporte ça de la même façon. Alors, par secteur, évidemment, on ne va pas demander la même chose à Lafarge qu'à Galeries Lafayette. Mais, et là, au moins, on aurait pu avoir un exercice de comparaison pertinent, intéressant. Et c'est possible de le faire hein, dans le monde de la RSE hors environnement. L'État a demandé maintenant le calcul d'un index, c'est l'index d'égalité femmes-hommes. Alors là, pour le coup, c'est la première fois que je vois un indicateur RSE qui mesure en fait le niveau d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Et il y a une méthode très précise, il y a 5 indicateurs qu'on agglomère, ça crée un index et il n'y a pas d'interprétation possible. Je pense qu'on devrait aller vers ce genre de choses et à l'heure actuelle, c'est une énorme limite, je trouve, dans ce qu'on fait. Après, en termes d'autres types de limites, c'est clairement qu'on arrive à mesurer certains bénéfices. Plus classiquement, nous, ce qu'on arrive à mesurer à l'heure actuelle, c'est quand on achète un produit Go for Good, on arrive maintenant à mesurer combien par rapport à un produit standard ça a permis d'économiser de CO2 ou d'eau. Par contre, on est infoutu de mesurer le bénéfice en termes de biodiversité, le bénéfice en termes de microplastique, très compliqué, les bénéfices sociétaux. Il y a plein de démarches qui ne sont pas environnementales, qui vont avoir une dimension de développement social en France ou ailleurs. Très compliqué sur du sociétal de mettre de la data et de mesurer. Donc, du coup, ça peut avoir tendance à passer au second plan parce qu'on ne peut pas le mesurer. Et ça, c'est une franche limite. Le Made in France, bon, OK, on peut mesurer ce qu'on fait en Made in France, mais concrètement, mesurer l'impact en dehors de l'emploi, et dire c'est pas si simple que ça peut avoir, pas évident. Donc, on est, sans parler de la durée de vie des produits qui n'est pas du tout intégrée dans la plupart dans les calculs, quoi. Donc, ça fait pas mal de limitations, mais bon, voilà, les choses, il n'y a pas de raison de penser qu'on n'y arrive pas, mais il y a quand même toute une part des impacts qu'on ne capte pas. L'impact sur la santé, ce n'est pas évident. Une fois qu'on a dit qu'on fait de Cotex, du tannage végétal et qu'on a supprimé certaines substances controversées, OK, mais le mesurer, en tout cas, nous, on a essayé, on n'a pas vraiment réussi à avoir quelque chose d'aussi satisfaisant que pour du CO2 ou de l'eau. Merci Damien. Alors, il y a beaucoup de questions. Avant qu'on passe aux questions, je voulais vous demander, vous Catherine, si vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à ça, justement par rapport... Je trouve qu'effectivement, ce qui a été évoqué en termes de limites, j'ai trouvé ça effectivement très intéressant. Pour revenir sur le dernier point de difficulté de comparaison des données, etc. Bon, il me semble que dans la démarche qui a été mise en place effectivement au niveau aussi bien national qu'au niveau européen, l'idée c'était déjà au départ d'inciter les entreprises à rentrer dans ces démarches. Et du coup, on n'a pas voulu rentrer dans des obligations, sauf pour des entreprises effectivement d'une certaine taille. Et on a laissé finalement une certaine souplesse pour être justement plus incitatif et donner envie aussi aux entreprises de s'engager dans cette démarche. Je pense que là, on est effectivement dans une autre étape sur laquelle d'ailleurs travaillent des organismes nationaux ou internationaux. Enfin, en France, il y a l'INSEE, l'OCDE, etc., qui travaillent pas mal sur ces sujets-là, l'AFNOR également,
pour essayer justement il y a des travaux pour réviser la norme ISO 26000 et justement la rendre plus opérationnelle et davantage la lier encore aux ODD. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas, sur cette nécessité de mettre en place des données qui puissent être comparées entre elles pour voir aussi si globalement on avance, parce que je pense que justement pour un secteur comme celui de la mode qui a été souvent, qui est souvent encore même accusé de polluer, etc., c'est important de montrer aussi quelles sont les avancées et quel est l'engagement de différents intervenants du secteur et des entreprises et des marques qui le composent, mais aussi des fournisseurs, des ateliers, des fabricants, etc. Et il y a un autre point que j'aimerais juste souligner, c'est que je pense justement, vous l'avez évoqué en introduction, c'est la démarche du Fashion Pact. Par rapport à ça, le fait que des entreprises de manière collective aient décidé de s'engager ensemble autour du Fashion Pact, que finalement elles puissent aussi dans cette démarche du Fashion Pact comparer leurs démarches, leurs données. Je sais que justement Kiabi Galeries Lafayette en font partie. Peut-être de travailler sur l'open data et de partager certaines données, ça va permettre aussi d'aider les organismes, je dirais, publics à avancer sur ces sujets-là et à avoir des données qui soient comparables entre elles, en tout cas au niveau sectoriel. Merci Catherine, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que ça c'est très important. Alors on va passer, si vous le voulez bien, aux questions-réponses. Il y a eu pas mal de questions. Une première question, c'est quels sont plus précisément les KPIs pris en compte dans les entreprises? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Je peux commencer. Nous, les KPI chez nous, à l'heure actuelle, c'est pourcentage d'offres Go for Good. Donc, on sépare entre notre marque à nous et les marques vendues au sein des Galeries Lafayette, qui est vraiment le KPI clé. Et autrement, c'est consommation d'énergie et émissions de CO2 liées à l'énergie et au transport et taux de recyclage global des déchets. Chez vous, chez Kiabi? Alors, on est moins mature sur les sujets énergie. On est beaucoup sur le pourcentage d'offres éco-conçues également, sur l'impact. Si je devais en retenir deux, c'est l'offre éco-conçue et l'impact carbone qui sont largement diffusés et c'est cela qu'on suit. Une précision aussi, il y a beaucoup d'outils qui sont destinés à faire des photos à un instant T de la situation. Je n'ai pas encore trouvé beaucoup d'outils qui sont capables de faire des scénarios de simulation de ce que ça donne avec des choix, des scénarios what if. Et pourtant, ça, c'est très utile. On sort de la démarche ACT de trajectoire carbone qu'on a faite en partenariat avec l'ADEME. C'est bien, c'est une trajectoire carbone avec ce qu'on a dans les tuyaux, mais comment faire mieux? Quel levier je dois actionner pour faire mieux, pour aller encore impacter plus fortement ma trajectoire carbone? Ce n'est pas si simple. Je n'ai pas grand-chose pour me dire vaut mieux choisir ça plutôt que ça. Et donc, il y a beaucoup de photos, je trouve, dans la façon dont on approche ces indicateurs de mesure, pas beaucoup d'indicateurs dynamiques. Oui, c'est vrai. Une question pour vous, Bruno. Alors, du coup, sur les matières, provenance des matières recyclées, certification, pays de production, donc avec des points d'interrogation. Et une question concernant le coton bio également pour vous. Le coton bio est assez limité en termes de volume et présente beaucoup de contrefaçons. Comment gérez-vous ce risque chez Kiabi? Alors là, je ne suis pas forcément l'expert matière. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on essaye de faire vraiment du mieux qu'on peut en matière de labels, de certification, d'audit, de vérification, de documents prouvant que ce qu'on achète est bien du coton bio. La démarche labellisation, elle est lancée chez nous. Elle est encore au stade de diagnostic. En ce qui concerne le recyclé, que ce soit du GRS ou un autre label, on regarde beaucoup le label Ecotex, évidemment. Donc ça, ce n'est pas pour le choix des matières, mais c'est quand même une garantie d'absence de produits nocifs notamment.
Donc, vraiment, dans tous les cas, on essaie de mettre en place tout ce qu'il faut pour éviter à quelqu'un d'essayer de perturber ou de contourner le système et de garantir que cette origine et cette matière, elle est complètement vérifiée, vérifiable. Néanmoins, je ne suis pas l'expert, mais je vais vous dire qu'on fait vraiment tout ce qu'il faut pour garantir qu'on met tous les efforts possibles et imaginables pour tracer tout cela. On a des équipes spécifiques et spécialisées sur les matières. On a des équipes localisées en Asie qui connaissent extrêmement bien, évidemment, le rang 1 fournisseur, mais aussi, et qui auditent aussi le rang 2, tout ce qu'on appelle les mills, puisque l'impact environnemental, il est essentiellement dans les mills. Et sur certaines lignes de produits, on essaie de remonter le plus loin possible dans la chaîne jusqu'au champ de coton. Donc, voilà, on ne peut pas dire qu'on est les experts, il faut rester tout à fait humble là-dessus. On est de loin pas partie les premiers non plus, mais on essaie de faire tout ce qu'on peut pour être sérieux. Et je crois que le plus important, c'est de passer le message aussi aux fournisseurs que nous sommes dans une transformation profonde et que tout fournisseur qui ne joue pas le jeu ne fait pas partie de notre partenariat et ne fera plus partie de notre partenariat. C'est un enjeu qui nous dépasse, qui dépasse Kiabi. Il serait totalement malvenu de tomber sur un fournisseur qui fait autrement que ce qu'on attend de lui. Merci. Il y a encore des questions, pas mal de questions, notamment sur les outils. Alors, la question qui est posée, c'est de savoir quels sont les outils qui ont été utilisés pour réaliser des ACV produits. Et est-ce que vous êtes accompagné par un prestataire externe, un partenaire externe, un type conseil? Alors aujourd'hui, en tout cas pour Kiabi, on a une bonne maîtrise de l'outil de l'ADEME, de la base impact directement. Donc, on est assez autonome maintenant pour faire nos ACV nous-mêmes. Alors justement, il y avait un commentaire de quelqu'un dans les questions-réponses, et dans le chat, qui disait concernant les ACV, il existe une très grande diversité dans les modes de calcul et cela crée beaucoup de confusion. On revient à ce que vous disiez un peu tout à l'heure, Damien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils, il y a plein de façons de mesurer les choses et c'est pas si simple finalement. Et ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir des critères communs pour tout le monde et une même base de discussion finalement. Alors, des commentaires sur une nouvelle norme AFNOR sur l'économie circulaire qui est en préparation. Elle est présentée dans un atelier cette semaine. Donc, voilà, c'était plutôt un commentaire. Il y a un livre blanc qui est sorti aussi cette semaine ou la semaine dernière de l'AFNOR sur l'économie circulaire. Merci. Qui est accessible gratuitement. Alors, je vois une autre question pour vous, Bruno et Damien. Alors, excusez-moi, je relis le… Excusez-moi, il y a une question que j'aimerais bien répondre, que j'ai vu passer. Ouais. Ok. Donc, il y a une question qui est, pour être Go for Good, n'est-ce pas un peu facile d'être en coton bio au Made in France? Alors, je suis ravi de cette question, parce que souvent, d'ailleurs, en interne, on me dit, vous trouvez que ça facile, et en interne, on me dit, mais t'es vraiment trop dur. Alors, le coton bio, est-ce que vous savez que c'est 2% de la production mondiale de coton? Et que pour être Go for Good, donc il faut au moins être à 50% en coton bio. Donc 2% de la prod mondiale, au moins 50%. Je ne pense pas que ce soit un critère facile, pas du tout. Et autre, le Made in France. Bon, je pense qu'on sait à peu près l'État qu'on a perdu 90% de la production française en 20 ans. Donc faire du Made in France en textile, d'autant plus que nous, on demande à ce que 50% de la valeur du produit soit créée en France. Donc, pour une chaussure, pour ceux qui connaissent, il faut que et la tige et la semelle soient fabriquées en France, puis ensuite assemblées. C'est-à-dire que ça va au-delà de la réglementation française. Donc, non, ce n'est pas facile d'être Go for Good. Voilà. Merci, du coup, Damien. Je vois une question, alors peut-être un peu longue à répondre, mais on va essayer d'être rapide, ce qu'on avait jusqu'à midi. Il nous reste quelques minutes. Donc, question pour vous, Damien et Bruno. Quel a été le déclencheur majeur pour que l'entreprise intègre ses actions et que la direction prenne le virage? Est-ce que la démarche a été descendante ou est-ce que les collaborateurs ont dû convaincre les dirigeants? Alors, première partie de la question. C'est un mélange pour moi de trois. Excuse-moi, Bruno. C'est un mélange pour moi de trois choses. C'est pas. Je dirais que je vois trois facteurs. Il y a de toute façon, on évolue dans un marché et on voit bien qu'on a un marché en difficulté qui a besoin de se réinventer et
on voit qu'il y a une tendance à consommer moins de toute façon. Donc, à un moment, il faut aussi réagir. Il y a eu chez nous une volonté des dirigeants. C'est une entreprise familiale aussi, ça aide, et qui a joué, qui a permis d'impulser un moment quand on voit, bon, c'est clair, quand on voit que le patron, ça l'intéresse, ça joue. Et je dois reconnaître que moi, je me suis beaucoup appuyé également sur de l'interne. Et à la différence de ce qu'on croit, oui, il y a les jeunes qui arrivent chez nous qui sont, c'est vrai, intéressés, posent des questions en entretien sur ça. Mais moi, je collabore et on va très, très loin aussi avec des gens qui ont au-delà de 50 ans et qui sont très motivés. Donc, pour moi, c'est vraiment les trois. À un moment, c'est sûr que si le grand chef ne dit pas, il y a un moment pendant 1 an ou 2 où il faut clairement rabâcher à chaque discours quand même. Oui, c'est une priorité au même titre que les autres, quand même. Mais je dirais qu'il y a le contexte externe. Et puis, il y a bien sûr les collaborateurs sur lesquels on peut toujours s'appuyer pour avancer. Et moi, ce qui m'a beaucoup servi en interne, c'est que l'année dernière, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des collaborateurs. On leur a demandé, depuis 5 ans, on a plein de chantiers de transformation, quel est pour vous le plus grand succès des Galeries Lafayette? Qu'est-ce qu'on a le mieux réussi? Et c'était pas, franchement, et ce que les 60% des collaborateurs ont dit, c'est le lancement de notre démarche sur la mode responsable, quoi. Je ne vous cache pas que ça aide énormément quand vous êtes appuyé par que vous sentez qu'il y a cette base-là qui vous suit et qui a envie d'avancer. De votre côté, Bruno, peut-être pour conclure. Oui, une anecdote. Je crois que c'est il y a 2 ans. On s'est dit, on va relire nos engagements RSE côté offre, mais on va d'abord interroger les clients, savoir ce qu'ils en pensent et ce qu'ils attendent. Parce qu'il y a à peu près 4-5 ans, lors d'un plan stratégique, même si on avait mis un axe sur ce sujet-là, un axe stratégique dans le plan 2017-2021, il y avait une croyance que les clients n'attendaient pas ça parce que focalisés sur le prix. Et ils sont toujours focalisés sur le prix. Mais par contre, quand on a fait le sondage il y a 2 ans sur quelles sont vos attentes en matière de RSE, en fait, on a eu tellement de réponses. En fait, on envoie régulièrement des questionnaires en ligne à ses clients. On a à peu près quelques milliers de réponses, mais moins de 10 000. Là, en quelques jours, on avait plusieurs, mais vraiment, on était presque au-delà de 30 000 réponses. Il y a eu au point qu'on a dû arrêter rapidement l'enquête parce qu'on se faisait déborder de réponses dans tous les sens. Donc, on s'est dit, oula, il y a une vague qui arrive, donc il n'y a pas trop de questions à se poser, il faut y aller. Donc, c'était la phase, la bascule aussi côté produit, c'est faite à ce moment-là en disant, de toute façon, il faut y aller, quoi. Il n'y a plus de choix. On est attendu. Et je terminerai aussi par une petite précision. C'est super vraiment parce que nous, on est volume à petit prix, certes, mais c'est extraordinaire de voir cette prise d'initiative qu'on voyait juste avant dans les trophées de la mode circulaire par des petites pousses qui sont super inspirantes, qui aussi génèrent beaucoup d'inventivité, de curiosité auprès des collaborateurs, de la direction aussi. Donc nous tous, pour se dire, mais en fait, il y a des gens aujourd'hui qui se mobilisent et qui rendent ça possible. Donc c'est super inspirant pour les entreprises un peu plus grandes que nous sommes de voir que ouais, il y a une volonté de création et de faire différemment qui est extraordinaire en France aussi. Donc continuer, pour nous, c'est super inspirant. Merci. Peut-être un dernier mot pour conclure. Catherine, si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on laisse la parole parce qu'on devait terminer. Oui. Juste pour conclure, justement, je voulais revenir sur cette dimension d'attente des consommateurs. C'est vrai que la notion de prix revient parmi les facteurs qui paraissent importants, mais ce n'est pas le seul facteur, effectivement. Il y a aussi des attentes en termes justement de qualité, de durabilité, de créativité, de design, et c'est aussi ce qu'on attend de la mode. Donc, je pense qu'il y a aussi des attentes en termes de différenciation. Et puis, on l'a évoqué, la question du Made in France, etc., est aussi essentielle. Donc, ces attentes, elles sont aussi multifactorielles. Et plus la marque va être transparente et justement aura pu mesurer ce qu'elle fait, ses progrès, ses axes d'amélioration, et davantage elle arrivera à les communiquer à ses consommateurs, plus la question du prix deviendra non pas marginale, mais du coup, ce sera un facteur parmi d'autres. Donc, je pense que travailler aussi ces dimensions de communication et d'allier finalement
qualité, durabilité et prix sont des démarches essentielles à intégrer justement dans sa stratégie globale. Merci beaucoup Catherine. Merci également Bruno et Damien. On va...